Bonjour, chers téléspectateurs de Mokolo TV. Nous revenons encore ici, sur ces plateaux de Mokolo TV, avec Maître Martin Mulumba, qui est docteur en droit public, spécialité droit constitutionnel de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est également expert en administration d'élections. Il est sur le plateau, vous le constatez très bien, pour nous apporter encore des éclaircissements sur le chemin pratique qu'il propose pour le recensement rapide de la population en RDC, la population congolaise, à qui j'ai l'honneur de recevoir encore aujourd'hui Maître Martin Mulumba. Bonjour. Bonjour, Monsieur Pavon Kassongo. Bonjour à Mokolo TV. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux, très contents. Vous avez parlé du schéma rapide. Les gens attendent. Mokolo TV a réceptionné beaucoup d'appels venant de l'extérieur comme ici dans la diaspora, voulant des éclaircissements sur ces schémas rapides à organiser en RDC. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur ces schémas? Ces schémas que j'ai proposés pour faire le recensement, pour identifier la population congolaise le plus rapidement possible, c'était en marge de la grande conférence de la diaspora qui avait pour thème quelle commission électorale pour les élections crédibles et transparentes en République démocratique du Congo. Lors de cette conférence, j'avais démontré que la commission électorale a organisé 3 élections. On a eu une élection en 2006, une autre élection en 2011 et la dernière en 2018. On a remarqué qu'à chaque fois, la commission électorale procédait par l'enrôlement des électeurs pour constituer le fichier électoral. Mais avec cet enrôlement, on a constaté que même les mineurs d'âge étaient enrôlés avec les cartes d'électeurs. Une personne pouvait avoir plusieurs cartes d'électeurs. Un étranger pouvait facilement se faire enrôler et avoir une carte d'électeur. Et même des morts étaient enrôlés. Ce qui fait que ce fichier électoral n'était pas fiable. Et il favorisait déjà de la fraude, des magouilles. Alors on a dit, mais pourquoi ne pas faire simple? Parce que déjà au Congo, les derniers recensements datent il y a au moins 35 ans, depuis le régime de Mobutu. Et depuis, on n'a jamais recensé la population congolaise. On ne sait même pas combien il y a de Congolais et par voie de conséquences, des électeurs potentiels. On a dit, mais mieux vaut faire le recensement de la population. Non seulement que le recensement va permettre à établir un fichier électoral fiable, mais il est aussi utile pour faire les cartes d'identité aux Congolais, même pour les politiques publiques au niveau du ministère des Plans. Alors, on a proposé un schéma qui est pratique, qui est simple, qui est rapide et qui est aussi moins coûteux. On a dit, on part de l'organisation administrative de nos villes. On trouve qu'il y a des avenues, il y a des quartiers, il y a des communes, ça au niveau des villes. Et au niveau des territoires, on a
les territoires, qui est aussi subdivisé, il y a des avenues, des localités, des quartiers. Et que les bourgmestres des communes dans les villes, ou les administrateurs des territoires, au niveau des territoires, peuvent travailler avec les chefs des avenues et les chefs des quartiers. Parce que l'avenue, c'est la plus petite entité qu'on peut bien contrôler facilement. Sur chaque avenue, il y a un chef d'avenue. Le chef d'avenue est censé connaître les personnes qui habitent sur cette avenue-là, son avenue. Le chef de l'avenue, comment il va procéder? Il va aller chez une personne dans une parcelle. Il va prendre les voisins de gauche et les voisins de droite, voire même les voisins d'en face, pour identifier les personnes vivant dans une parcelle. Parce que ces personnes se connaissent. Elles vivent ensemble, elles se côtoient, elles se voient tous les jours. Et c'est facile d'identifier que tel monsieur qui habite tel numéro de cette avenue a une femme ou il est célibataire, a des enfants, que tout le monde voit. Les deux voisins ou les voisins en face peuvent facilement identifier les gens qu'ils voient. C'est plus facile. Et s'il y a des doutes, on peut faire des contre-vérifications. Après, au niveau de l'avenue, le chef de l'avenue va établir son fichier que sur mon avenue, j'ai autant de personnes. Alors, au niveau de l'avenue, le chef de l'avenue va établir son fichier où il va mettre le nombre de gens qui vivent sur son avenue, les familles, chaque famille, avec les gens qui composent la famille. C'est-à-dire qu'identifier chaque parcelle avec les gens qui habitent dans cette parcelle-là. Il ne le fait pas seul, parce que chaque fois il est accompagné avec des témoins, des voisins de chaque personne. Et puis il a sa petite équipe qui dirige l'avenue avec lui. Il prend son fichier. Il l'amène au niveau du chef de quartier, qui va rassembler tous les fichiers de toutes les avenues qui sont dans son quartier. Après vérification, le chef quartier va amener ces fichiers au niveau du bourgmestre, où il peut y avoir aussi des contre-vérifications. Vous voyez que facilement, ce travail peut se faire partout et au même moment. Je ne vois pas comment un tel travail peut nous prendre une année. Et on peut rapidement et facilement identifier la population congolaise. Il y en a qui disent, mais ça ne sera pas fiable. On peut avoir des voisins qui sont des étrangers, qui ne sont pas congolais. C'est pourquoi j'ai dit que quand il y a des doutes, on peut faire des contre-vérifications. Parce que les gens qui viendront de la CENI, mais ils ne sont pas mieux placés que les gens qui vivent sur l'avenue. Les gens de la CENI, ils ne connaissent pas mieux les personnes qui vivent sur l'avenue que le chef de l'avenue lui-même qui vit sur l'avenue. On peut mettre un critère que pour être le chef d'une avenue, il faut avoir vécu sur l'avenue pendant autant d'années. Un exemple, au moins 5 ans. Mais on est mieux placé pour connaître qui vivent sur cette avenue-là. Et les voisins se connaissent entre eux. Un voisin connaît qui habite à sa gauche, qui habite à sa droite et qui habite en face de chez lui. Cette méthode est la plus simple et la plus pratique qui peut nous permettre d'abord d'aller vite. Parce que même quand on établit un fichier de recensement, ce n'est pas un fichier à vie. C'est un fichier qui est censé être actualisé régulièrement, même chaque année. On peut le faire. Et là aussi, il faudra qu'on puisse avoir un service d'état civil qui est fiable.
un service d'état civil qui est permanent. Et ce qui n'est pas le cas pour le moment. Voilà pourquoi je propose ce schéma qui est pratique, qui est rapide, et aussi en vue des élections de 2023. Parce qu'il y a des voix qui s'élèvent pour dire que non, on n'aura pas des élections, il y a eu le Covid. Mais nous avons des pays africains, la Côte d'Ivoire, Guinée, qui vont faire des élections. Ils ont aussi vécu le Covid comme nous. À quoi c'est différent notre Covid à nous, qu'on a vécu au Congo, et le Covid qu'on a vécu en Côte d'Ivoire, en Guinée, autres pays qui organisent juste à la sortie des Covid des élections. Alors, nous ne devons pas chaque fois, nous Congolais, nous distinguer avec des choses qui ne honorent pas. Le recensement est possible avant 2023 et les élections sont possibles en 2023. Non, moi je dirais que le président Félix Tshisekedi a la volonté. Bon, il faut suivre ses discours. Il est déterminé. Il a une volonté politique de changer les choses, de construire un état de droit. Je ne pense pas qu'il soit dans l'esprit de ne pas organiser les élections ou d'aller dans un glissement. Je pense qu'il était parmi les personnes qui avaient condamné les glissements qu'on a vécu avec son prédécesseur. Avec sa bonne foi et sa volonté de construire l'état de droit, moi je pense qu'il a intérêt d'organiser des élections dans les délais légaux, c'est-à-dire à la fin de son mandat de 5 ans, qu'on puisse avoir des élections régulières, transparentes et crédibles, permettant aux Congolais de se prononcer, de les juger, d'apprécier ce qu'il a fait. S'il a fait du bon travail, les Congolais vont le dire. S'il n'a pas fait du bon travail, les Congolais vont apprécier. C'est cela aussi la démocratie. C'est cela même l'état de droit que lui-même veut construire en RDC. Oui, cette question de la double nationalité. Bon, on a convenu qu'on aura une conférence sur la question de la double nationalité en droit congolais. Vous savez actuellement, au terme de la Constitution congolaise, précisément son article 10, la nationalité congolaise, elle est une et exclusive. C'est-à-dire qu'un Congolais ne peut pas obtenir une autre nationalité et garder la nationalité congolaise. Mais moi, j'ai toujours dit qu'il y a là une hypocrisie politique et une ambiguïté juridique. Pourquoi j'ai dit ça? Quand vous lisez l'article 10 de la Constitution, on définit un Congolais d'origine par son appartenance à l'ethnie, à son ethnie. Mais quand on appartient à l'ethnie Congo, Luba ou quoi, mais c'est à vie. C'est-à-dire qu'on définit un Congolais d'origine par son sang. Parce que quand on appartient à l'ethnie, c'est que vous appartenez, vous avez le sang de vos ancêtres. Et quand vous appartenez à telle ou telle ethnie, c'est-à-dire que vous êtes identifié par votre lien de sang de vos ancêtres. Alors, je ne vois pas par quel mécanisme on arrive à perdre ces liens de sang. Alors, il y a là une ambiguïté juridique. Et si la Cour constitutionnelle pouvait faire l'interprétation de l'article 10 de la Constitution, moi je pense que l'article 10 devrait être censuré. Alors, on est Congolais d'origine parce qu'on appartient à telle ou telle ethnie. On est Congolais d'origine à vie. On ne peut pas dire que non, parce que maintenant vous devenez belge, vous devenez américain, vous devenez français, vous n'êtes plus Congolais. Non. Dans ces pays où vous vivez là, dans ces pays, si tu es Congolais, tu as la nationalité belge. Mais on dira belge d'origine congolaise. Si tu es Congolais, tu acquiers la nationalité française. On dira français d'origine congolaise. On ne perd pas son origine. Moi, je pense qu'on doit revoir cet article 10, bon, qui a été rédigé dans un contexte particulier. Et quand on définit un Congolais d'origine par son ethnie,
on doit tirer toutes les conséquences des droits qui s'imposent. Et on reviendra sur la question lors de la conférence que nous pensons organiser sur la double nationalité en droit congolais. Et on pourra démontrer comment il y a une hypocrisie politique parce que, bon, il y a certaines craintes, je sais, bien que justifiées, mais cela ne justifie pas l'écriture de l'article 10 telle qu'elle est maintenant. Elle pose problème. Et on va aussi démontrer comment il y a une ambiguïté juridique. Ça sera un débat. Ce débat est beaucoup attendu. Il y a beaucoup de demandes pour cette conférence. Je ne dirai pas les choses comme ça. Bon, c'est vrai que je l'ai toujours dit que les fondements de la coalition FCC-Cash sont des fondements qui sont fragiles. Vous trouvez au sein de cette coalition, il y a des acteurs qui veulent que le président Tshisekedi puisse réussir son quinquennat. Il y en a aussi qui militent à ce que ce quinquennat échoue. C'est-à-dire que les acteurs ne regardent pas les choses dans la même direction. Les acteurs n'ont pas un même objectif. Mais le président de la République, il n'y en a qu'un seul. Il s'appelle Félix Tshisekedi. Moi, je pense que le dernier mot revient au président lui-même. Il est conscient de ce qui se passe. Il n'a pas aussi oublié ce qu'il a promis aux Congolais. Est-ce que le président va accepter que ce qui se passe domine sa propre promesse? Ou il va faire à ce que, à la fin de son quinquennat, qu'il dise aux Congolais, je vous ai promis que je ferai ça, je l'ai fait. C'est vrai qu'un président ne peut pas tout faire. Le mandat de 5 ans n'est pas suffisant pour remettre le pays comme le Congo à l'endroit. Mais il peut d'abord poser des bases visibles pour la construction d'un état de droit. Et s'il aura posé ces bases visibles, le président peut demander aux Congolais un deuxième mandat. Alors, on ne peut pas dire que non, comme il y a la coalition, comme au sein de la coalition, il y a ceux qui veulent que le président ne réussisse pas, et que le président dira à la fin de son mandat, mes chers compatriotes, la coalition m'a empêché de faire ce que j'ai promis. C'est lui qui a choisi la coalition, c'est le président lui-même. On ne peut pas le condamner pour avoir fait ce choix. Il n'avait pas la majorité au sein du Parlement. La majorité au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat, appartient à la famille politique de son prédécesseur. Maintenant, il doit discuter en permanence avec son prédécesseur parce que le président a pris l'engagement, non pas avec la coalition, mais avec le peuple congolais. Ce que le président doit honorer, ce n'est pas son engagement avec la coalition, mais c'est l'engagement avec le peuple congolais. La coalition, c'est un engagement personnel du président de la République, mais l'engagement qui le lie au sommet de l'État, c'est l'engagement avec le peuple congolais. À la fin de son mandat, il répondra non par rapport à son engagement avec la coalition, par rapport à son engagement avec le peuple congolais. Voilà. Oui, le président Joseph Kabila est un ancien président de la RDC, c'est le statut qu'il a, il est sénateur à vie. Il est autorité morale du FCC, sa famille politique. Bon, moi je pense qu'il a fait 18 ans au pouvoir. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Au jour d'aujourd'hui, si il me demandait mon conseil, moi je lui dirais, Monsieur le Président, vous êtes sorti par la grande porte. Après les élections, c'est la première fois dans notre pays qu'on puisse voir la passation pacifique du pouvoir entre le président sortant et le nouveau président élu. Que cette image, Monsieur le Président, il faut garder cette image. C'est une image qui vous honore.
et qui restera dans l'histoire. Et qu'il y a une vie, une belle vie après la présidence de la République. La preuve, c'est que le président Kabila, il a quitté le pouvoir, il vit paisiblement en RDC. Le président Kabila, il a cette expérience de 18 ans de la présidence. Il peut utiliser son expérience à autre chose. Il peut faire des conférences, il peut être un grand médiateur dans la sous-région. Il n'est pas dit que non, il faut qu'il revienne réellement pour être encore président de la République. Encore faut-il que la Constitution puisse l'autoriser. Moi, je lui dirais, Monsieur le Président, gardez l'image que vous avez donnée aux Congolais. L'image où on a vu le président Kabila dans le bras du président Tshisekedi. Cette image restera pour l'éternité. Ce qui demande au président Kabila de revenir, c'est leur droit de lui dire ça. Mais moi, si je dois donner mon conseil, Monsieur le Président, gardez l'image que vous avez donnée aux Congolais. Vous avez dirigé le pays pendant 18 ans. Vous avez fait ce que vous pouviez faire dans le contexte qui était le vôtre. Vous avez accepté de laisser le pouvoir et qu'avec votre statut de sénateur à vie, d'ancien président, vous pouvez faire autre chose. Vous pouvez faire de bonnes choses pour le Congo et pour les Congolais. Maître Mulumba, quelle est votre lecture sur la position des confessions religieuses en termes de choix du président de la CENI? Le président de la commission électorale est désigné par les confessions religieuses. Cette idée était que les confessions religieuses sont neutres et qu'elles vont désigner quelqu'un de la société civile pour diriger la CENI. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? Alors que les confessions religieuses étaient censées ne pas avoir de couleur politique, être réellement neutres dans leur choix, on a vu que cela n'était pas tellement le cas. D'abord, les critères pour désigner le président de la CENI ne sont pas clairs, ne sont pas précis. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire avec précision quels sont les critères pour être président de la CENI. Avec ce qui s'est passé dernièrement sur le cas de Ronsard Malonda, en suivant ce qu'un pasteur qui est membre de ces confessions religieuses a raconté dans le média, on a compris que la désignation s'est passée selon les caprices des uns et des autres, qui avaient des critères à géométrie variable, qu'un délégué de confession religieuse pouvait arriver un matin, imposer des critères qui lui semblaient bons pour tel ou tel motif, pour tel ou tel sentiment, et en faire des critères impersonnels. Et là, on n'a pas tellement compris. C'est on demandait si les confessions religieuses ne participent pas au chaos que nous vivons en matière d'élection. Ce n'est qu'une question que je me pose. Et là, pour reprendre les propos du cardinal Laurent Mosengo, qui disait pour les politiques que les médiocres doivent dégager. Je me suis posé aussi la même question. Que faire des médiocres qui sont parmi les délégués de confessions religieuses, qui nous surprennent un matin avec des critères qui relèvent que de leurs propres sentiments, des critères qui divisent, des critères qui n'ont rien de neutralité ni d'impartialité.
je me pose la même question comme s'est posé Laurent Mosengo en disant, est-ce qu'avec les médiocres qui sont parmi les délégués de confession religieuse, doivent-ils aussi dégager ou doivent rester? Ce n'est qu'une question que je me pose. Vous savez, la CENI joue un rôle capital dans la construction et la consolidation de la démocratie en République démocratique du Congo. La désignation du président de la CENI contribue aussi à l'indépendance même de la CENI. Si au niveau de la désignation du président de la CENI, les choses ne sont pas claires, il n'y a pas ni la neutralité, ni l'impartialité, comment pouvons-nous après dire que non, nous voulons avoir une commission électorale qui est impartiale et qui est neutre? Si déjà au niveau de la présidence de la CENI, on nous a placé quelqu'un qui n'est pas neutre, mais la CENI ne peut jamais être neutre. Alors, il faudra qu'on puisse voir cette question de la désignation du président de la CENI, qu'on puisse connaître les critères objectifs et impersonnels pour être président de la CENI. Il ne faut pas que cela dépende de la bonne volonté ou de la mauvaise volonté de quelques personnes, que parce qu'ils sont délégués ou représentants de confessions religieuses. C'est une question capitale. Cette question se pose, elle doit être posée, et puis elle mérite des réponses précises et claires. Merci beaucoup, merci à tous, merci notre cher maître Martin Moulumba pour tous ces éclaircissements que vous venez de donner. Le peuple congolais en a énormément besoin. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce jour, l'émission du 4 septembre 2020, et nous comptons sur le retour sur ce plateau de Maître Martin Moulumba, qui nous a promis qu'il reviendra. Il reviendra, c'est sa maison,